matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et elle a volé, ça commence. Ça y est, émission spéciale sur le rire, mais Thomas Séraphine est déjà sous la table, je tiens à le dire. On va parler. Ah oui, vraiment toi. On va parler humour, humour de gauche, humour de droite, humour interdit, humour annulé, c'est-à-dire humour autorisé, et surtout cette question où est passé le rire en général. Et pour en parler, donc 3 invités que vous avez déjà pu remarquer autour de la table. Éric Morillo, bonjour Éric. Bonjour Clémence. Très heureuse de vous retrouver. Ouais, c'était difficile de me lever ce matin. Éric est journaliste, producteur, vous produisez C'est pas nous, on va en reparler évidemment. Avec Les Incorrectibles, vous êtes animateur de Bistro Liberté, puis moi je vous connaissais sous d'autres ondes, on avait travaillé ensemble, plutôt même. rougeâtres. Hein. Mais pour se rappeler de ce que vous faites sur Les Incorrectibles, je vous propose de regarder un extrait. Clairement, on sait que la corruption, c'est une pratique institutionnalisée. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand tout le monde fait une pratique autour de la table et que vous êtes le seul à ne pas le faire, les questions de légalité vous échappent un petit peu, vous la faites, cette pratique, parce que vous n'y arrivez pas. Très grave que vous... Mais non, mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je vous dis que c'est malheureusement la réalité. Vous voyez, par exemple, il y a l'extraterritorialité du droit américain qui s'impose et qui fait que, par exemple, le patron d'Alstom, pour des questions de corruption, a été le numéro 2, a été embarqué et a été emprisonné aux États-Unis. Mais ils se foutent du monde. Ils se foutent du monde, les États-Unis. Voilà, on comprend mieux pourquoi vous êtes devenu indépendant, vous aussi, Éric Morillo. Laurent Firode. Génial. Non, ce canapé roux, il est énorme. Ouais. Il est moi, je regardais pour ce canapé. On a envie de se coucher 5 dedans. mètres de canapé rectiligne, comme ça, il était sublime. Oui, c'est vrai. Pourquoi était il est plus là. Il est orange d'abord. Il est orange. Il rend un peu plus rouille avec le Michel Drucker d'extrême droite. On avait qualifié de ça. Oui, c'est vrai. Mais on va parler justement de l'extrême droite, à laquelle vous n'êtes peut-être pas d'ailleurs, mais on a décidé de vous rattacher. Je suis à l'extrême droite de la table. Oui, c'est vrai. Laurent Firode, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, alors que vous êtes vous aussi levé très très tôt. Vous avez commencé dans d'autres cieux très matinaux. Vous êtes réalisateur, scénariste et directeur de la photographie. Et vous aussi, vous avez glissé dans le côté obscur avec vos films, notamment Le Monde d'après, 1, 2 et 3. On va regarder un extrait. Merci. Une belle robe, hein. Excusez-moi. Je pense qu'on va remettre le masque. Ouais, mais pourquoi? Vous avez fait... Et en plus, je la connais par cœur, mais à chaque fois, je me fais rire. Je la trouve géniale. C'est tellement vrai. Non, mais c'est tellement vrai. Donc là, vous allez tous nous raconter le passage du côté obscur, évidemment. Mais en tout cas... Oups, on ne m'avait pas prévenu. Quelle obscurité. Il n'y a que de la lumière. Justement, j'arrive à vous, Thomas Séraphine. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous avoir autour de cette table. Vous êtes moi, humoriste. je suis à l'extrême gauche et je tiens bien ma place. Oui. Voilà, merci. Comédien. Vous êtes fait connaître du grand public pour votre participation au collectif Action Discret. Je vais y arriver avec et pas Sébastien. Action Directe. On Exactement. a flingué aucun patron. Julien Cazard, que vous avez commencé à partir de 2006. Et puis alors ça, je l'ai découvert, vous aviez aussi collaboré avec Carl Zéro dans le vrai journal, déjà avant. Donc une réunion complotiste avant l'heure. 1999-2004, exactement. Ouais, 5 années de vrai journal. Salut Carl. Ouais. Et oui, et d'ailleurs je contrefaisais sa voix à l'époque parce que oui, il partait se reposer et puis je faisais les voix du sommaire. On t'embrasse Carl. Bah oui, on l'embrasse vraiment en plus. Alors on va regarder un extrait d'Action Discrète qui parle d'un sujet d'actualité dont justement on ne pourrait pas forcément parler aussi aisément aujourd'hui. Mais le soir, ça pète. Et très vite, vous êtes moins 10, moins 20, moins 30. Et qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens? Des morts. Avec la mer rouge, et puis des terrains vagues, et des vagues de terrain, et puis des terrains vagues, et des vagues de terrain, et puis des terrains vagues. On va s'arrêter là parce que je suis même pas sûre qu'on puisse regarder plus longtemps. Je pense que ça va nous faire sauter sur nos différentes chaînes d'ailleurs. Et déjà, à commencer par moi-même, je vais vous attaquer tout de suite. Vous m'avez pas demandé l'autorisation. Oui. Bah, Ça, je vous demande on ne l'autorisation plaisante pas avec ça, Clémence. Ben voilà. Donc j'arrête de parler de Gaza. Alors l'aventure Action Discrète s'est terminée comment exactement? Comment on dit ça? Discrètement. Oui, assez discrètement. On est resté quand même très longtemps ensemble et puis au bout de 15 années... mais il s'est passé quoi? Juste comme ça? C'était ça? Non, ça s'est délité au fur et à mesure. Ouais. Ça s'est délité au fur et à mesure. Mais c'était pas pendant le Covid? Non. C'était bien avant. Non, et puis il n'y a pas eu d'action humaine ou politique là-dedans. Je crois qu'il y avait une volonté chacun de faire des choses séparément et puis on n'était plus forcément en phase, on va dire, pour rester
correct et diplomate avec mes amis que j'embrasse. Mais oui, il y a peut-être des petites C'est-à-dire que vous avez fait un dissensions. coming out peut-être de changement d'idées avant même la période Covid. Alors ça n'a pas aidé. Ouais, forcément, ça n'a pas aidé. Et pourtant, je ne comprends pas. Moi, j'ai l'impression de rester moi-même, toujours de défendre la veuve et l'opprimé. Mais bon, visiblement, ils ont changé de camp, les veufs et les opprimés. Donc, mon combat n'était plus d'actualité. Ouais. C'est ça, donc mais à partir de quand justement vous avez fait ce coming out, votre combat a été considéré comme étant Non, plus... non, ça, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y avait des petites dissensions, mais ça, c'est pas le cœur, vraiment. Je crois qu'il y avait une usure, une vraie usure de bosser ensemble. Un collectif, quand on bosse ensemble depuis, nous, on bossait depuis, je vais dire, la maternelle, mais quasiment. On avait une troupe de théâtre avant, on a fait de l'improvisation, ensuite on a fait plein d'émissions, et puis il fallait faire d'autres choses. Ouais. Et puis, c'est vrai que la politisation, on va dire, ça n'aide pas, quoi. Tant qu'on tape sur l'économie, où on a un discours, on va dire, marxiste, ça va, mais si on commence à prendre d'autres directions, là, ça va plus tout à fait. Ça passe moins bien. Alors justement, donc vous avez tous glissé finalement d'une certaine façon dans le même camp, en tout cas, on ne dira pas lequel. À cause de Firod, ça. Et vous avez décidé de faire des films ensemble. Finalement, vous vous êtes retrouvés. Et tiens, si on faisait des films, et vous avez lancé C'est pas nous. On va regarder ce que c'est avant d'en parler. Parfois, on aimerait bien rétablir la peine de mort. Alors, justement, Christian, vous êtes expert en sociologie de l'ultra-extrême droite. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur ces mouvements néo-nazis ? Mais bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Les nazis sont parmi nous. Mais le vrai danger, c'est qu'ils se cachent. Votre voisin, votre conjoint, votre meilleur ami, un membre de votre famille peut être nazi et vous ne le savez pas. Oh ! Je vous rassure, Anne-Charlotte, c'est sûrement pas autour de cette table. Ouf. Alors, vous pouvez nous dire comment reconnaître ces néo-nazis ? Il y a des indices, des signes. Pouvez-vous nous en donner quelques-uns ? Bien entendu. Après, vous pouvez acheter mon livre. Comment reconnaître un nazi en 10 leçons, 18 €, c'est pas cher. Voilà, et puis pour la suite, évidemment, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne de Laurent Firod. Comment s'appelle cette chaîne, Laurent ? Alors, ma chaîne, moi, s'appelle Les Films à l'arrache. Voilà, donc les films à l'arrache. Et pourquoi donc ? Tiens donc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits à l'arrache. Hein. Tu peux en témoigner, parce que ce matin, vu que c'était très très à l'arrache, on a tourné des sketchs. Donc voilà, il y a des sketchs, des courts-métrages, des extraits de mes longs-métrages, il y a un peu de tout. Enfin voilà. Donc vous, Laurent, vous prenez ici la casquette du réalisateur, Eric du producteur. On est bien d'accord. Et Thomas Séraphin, vous êtes acteur. Acteur, voilà, j'ai fait de mon mieux, avec les moyens du bord. Voilà, c'est déjà... Non, mais attends, si j'étais un bon acteur, ça se saurait. Je jouerais dans plein de films. J'aurais une biographie incroyable. Vous iriez sur Wikipédia, vous verriez la liste des films. Donc, je suis pas vraiment. Je dois pas être un super acteur. Même vos anciens amis disent que vous êtes un excellent acteur. C'est vrai. Ouais. Mais pourquoi personne ne le sait alors à un moment donné, il faut avertir le monde. On est à l'heure des médias, du participatif. Mais où sont les réalisateurs ? Non, mais visiblement, non. Les autres, pas ceux qui sont les films à l'arrache, pas ceux qui ont un franc 50 pour tourner. Ceux qui vont à Los Angeles, ceux qui vont tourner et qui font des soirées dans les piscines avec Harvey Weinstein. Enfin, il ne le fait plus maintenant, mais il faisait des belles soirées quand même. Ah là là. Ça avait l'air. Ce monde a changé. Racontez-nous un petit peu justement ce projet, Laurent. Oui, alors c'est-à-dire que moi, ça a commencé en fait. Quand je tournais des courts-métrages et voilà, j'ai voulu les montrer pour qu'ils aient une plus grande visibilité. Donc j'ai créé cette chaîne et après, je l'ai alimentée à droite, à gauche comme ça et voilà. Donc c'est vraiment les films à l'arrache. Donc ce sont des choses faites. Ce que j'allais vous dire, pardon, mais il est où le modèle économique ? Il n'y en a pas. Il y en a pas parce que la chaîne n'est pas monétisée et je suis un clochard à ce niveau-là, donc je suis totalement nul. Mais bon, j'espère un jour ou l'autre arriver à quelque chose de plus concret à ce niveau-là. On dit pas clochard, on dit poète. Excusez-moi, bien sûr. Bon, je revendique. Après, je suis voilà. Mais bon, après, je pense qu'un jour il y aura peut-être de l'argent qui va tomber. Mais je me dis quand même la principale chose, c'est de tourner, de faire des choses. Et après, en effet, donc, par exemple, les sketchs de
c'est pas nous, on a été produit par notre ami Eric qui oui, est là. alors je me tourne vers un esprit cartésien, rationnel. Non, mais à l'origine, c'est d'abord une histoire de copains, parce qu'on parlait avec Laurent au détour d'un dîner, d'une petite liqueur à la fin d'un dîner, et c'était... J'en faisais pas partie, moi, de ce dîner. Je remarque ça, oui. Mais donc, voilà, on discutait un peu de l'actualité, et on avait été surtout indigné, il faut remettre ça un petit peu dans le contexte, c'était suite au drame de Crépol, et on avait tous en mémoire cet édito de Patrick Cohen qui était absolument édifiant, voilà, et d'ailleurs suite auquel je crois que l'Arcom avait été saisi et récemment a dit qu'il avait manqué à certains justement à certaines règles élémentaires de déontologie, et puis à la suite de ça on s'était dit avec Laurent, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se moquer justement de cette émission, donc c'est à vous, qui est pour nous une sorte de caricature déjà elle-même du politiquement correct. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait d'abord donc cette volonté de se moquer de ça, et puis en plus c'était arrivé aussi, le hasard fait qu'on est avec Thomas en plus dans ce sketch, donc c'est d'autant plus drôle, c'est qu'il y avait eu une parodie de l'heure des pros qui avait été faite justement par justement Thomas et ses amis, qui était excellente. Puis il y avait une autre parodie de l'heure des pros qui a été faite encore. Alors il y avait eu l'heure des pronos. L'heure des pronos qui était pour nous la meilleure, quoi. Enfin pour moi en l'occurrence. Voilà la référence. Et puis il y en a une qui a été faite, Malik, voilà, bon, Malik Bentala qui a refait une autre parodie. Bon, je trouve que c'était un petit peu dans le sillage quand même de la vôtre. Ah bah c'était complètement dans le sillage. Alors moi je la trouvais pas si mal. Donc non. Mais alors après elle vient en second, donc forcément. Voilà, je préfère celle de. Non mais elle peut même officiellement se revendiquer de vous et dire on fait une suite. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit ou qu'il fait référence. Il n'y a pas eu de citation. Mais bon, déjà vu, voilà. Un petit déjà vu, mais surtout pour répondre à la question de Clémence, c'était aussi parce que justement on se disait avec Laurent que c'était toujours les mêmes qui étaient caricaturés, brocardés, donc on se disait tiens que ce serait peut-être drôle, au lieu de caricaturer Pascal Praud et ce qu'on qualifie d'extrême droite et de diable qui arrive, voilà, on s'était dit bah tiens, est-ce que le politiquement correct n'est pas plus dangereux encore? Et donc c'est là qu'on s'est retrouvés, et puis c'est parti d'un délire autour de ce sketch complètement ubuesque, voilà, d'un crime épouvantable, d'un drame épouvantable dans une salle de cinéma, et puis voilà, le reste, on le voit dans cette parodie, quoi. Et ce que j'aime bien avec vous, Eric, et on le voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait vous n'avez vraiment pas peur d'aller dénoncer non seulement le mainstream, mais tous nos amis qui énoncent leur vérité, enfin les cas de vérité. J'avoue que j'ai et vous le faites avec beaucoup d'humour. Vous le faites avec beaucoup d'humour. Non mais c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on pourrait beaucoup aussi ont tendance à se cacher ou à vouloir rester discret. Et vous, en fait, vous allez dans le ring. Ouais, enfin bon, je vous dis encore une fois, l'écriture c'est Laurent, il faut reconnaître à César ce qui était à César, c'est vraiment, moi je suis là-dedans, vous l'avez dit, c'est les 1,50 €, c'est les 1,50 € dont parlait Thomas, voilà, ils viennent de ma poche, voilà, bon, le problème c'est qu'il coûte beaucoup plus cher maintenant Thomas, donc il a plombé tout notre budget, voilà, en cachet, et puis... en cachet en anxiolytique, tu veux dire, en cachet, ouais. Mais non, pour répondre quand même à Clément, c'est vrai que Thomas, nous a fait... la gentillesse, parce que il est beaucoup trop cher, sinon on n'aurait pas pu se le payer de venir. Et c'est vrai que maintenant on a des tas de projets, enfin on a envie de faire des choses ensemble. Et c'est vrai que Laurent avait déjà en plus commencé à faire des films, des longs métrages à l'arrache, pour lesquels j'avais juste un petit rôle de distributeur sur le digital. Et on s'est dit tiens, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à faire des longs métrages ensemble, et pourquoi pas même aussi de créer peut-être des plateformes un peu dans le pendant de ce qui est fait avec Golden Moustache. Voilà, c'est encore une fois, voilà, l'humour n'est accaparé que par une certaine forme de politiquement correct, et donc on se dit qu'il y a de la place pour des gens. Justement, alors, et c'est ce que vous disiez, l'humour est accaparé par un politiquement correct, par une forme de version mainstream, mais est-ce que cette version mainstream ne tue pas, n'annule pas l'humour aussi dans son œuvre? Et là, Thomas Séraphin, c'est évidemment vers vous que je me tourne. Vous étiez déjà vers moi, là. Sinon, j'ai pas fait le mouvement d'actrice. Il faut le faire. Ouais. Le double take. Oui, donc. Alors, j'ai saisi la question, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Non, alors, allez, synthétisons. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je sais plus. Allez, s'y répondre. Non, je voulais savoir l'humour, si finalement vous-même vous avez vécu le moment où l'humour mainstream, on va dire, s'asphyxiait lui-même.
Waouh, c'est dur. Non, est-ce que l'humour mainstream s'asphyxie lui-même? Non, je suis pas sûr. Non, mais je crois que oui, la société change. Enfin, on lui impose des changements, et donc les gens qui mais font de l'humour... Elle a du mal à rire. Est-ce qu'on pourrait encore rire de Gaza? Est-ce qu'on pourrait encore rire aujourd'hui? Oui, on peut le faire, mais en cachette. Voilà. Enfin, chacun le fait chez soi, dans les barbecues, dans les chiottes. Oui, voilà, entre cachettes, on s'envoie des petits textos cachés, des WhatsApp. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une vraie dichotomie entre la réalité et ce qu'on nous impose. Publiquement, on n'a plus le droit de le faire, ou de même de penser, de dire. C'est la liberté d'expression de manière générale qui est... on lui abat vraiment. Enfin, il y a un chêne qui nous est tombé dessus. Vous répondez quand même, il y a une forme d'asphyxie. On ne peut plus alimenter un esprit punk, pour reprendre une de vos expressions. Non, parce que punk, on peut le faire sur des réseaux alternatifs. Donc finalement, le punk restera le punk. Le punk ne peut pas devenir mainstream, donc on continuera de le faire. Maintenant, il a changé de voix, il a changé de lieu, d'espace. Il se déplace, il se déplace, parce que finalement, le rire, j'ai envie de croire qu'il reste en nous, pour l'éternité. On continuera de rire, mais on se cachera et on change. Mais moi, je m'interdis évidemment aucun. Ce qui est terrible, c'est que c'est le monde qui a changé, pas moi. Vous parlez de politisation, j'ai absolument pas changé en 30 ans. Je reste à combattre la même, une sorte de bêtise, une sorte d'intolérance, je suis toujours le même. Donc c'est pour ça que je suis étonné de voir des accusations qui tout d'un coup deviennent inversées, en disant tu défends, mais j'ai toujours défendu toute ma vie. Depuis que je fais ce métier, c'est pour ouvrir ma gueule et puis contre essayer de taper un pur sur l'intolérance. J'ai pas changé, moi. En fait, le monde essaye de faire croire qu'il a changé, mais moi j'ai absolument pas changé. J'ai gardé, je crois, cette fraîcheur contre l'imbécilité, la montée des crustacés, comme disait Blois. Mais Mais j'ai la nette impression que l'humour qu'on dit de gauche, en fait, ce n'est pas un humour qui est fait pour... Laurent, pardon, mais vous venez du monde de la gauche, vous, non? Je dis ça parce que vous avez les cheveux longs. Il est resté, franchement. Je me déguise. Personne n'a droit de toi, pardon, excuse-moi. Mais tant mieux. Comme ça, je passe au travers des mailles du filet. Voilà. Mais voilà, je suis un peu... En effet, je peux paraître de gauche comme ça, mais en fait, si on gratte un peu, c'est bien pire. D'extrême gauche. Je suis d'extrême. Non, pour revenir à l'humour, pour moi, je considère que l'humour de gauche, on le voit de plus en plus, ce n'est plus un humour c'est plus un humour où on rit, on ricane, en fait. C'est du ricanement. C'est juste Yann montrer... Barthès, c'est du ricanement? Oui, franchement, oui. On ricane, c'est-à-dire qu'on est là... Parfois, il me fait vraiment rire, moi, Yann Barthès. Oui, malgré lui. Malgré lui, c'est ça. Non, mais pas quand il cherche ses fiches. Malgré lui, tout à fait. Voilà, mais on ricane, on montre bien qu'on est... On fait partie du camp du bien et on peut dire du mal des autres. Mais là, c'est du ricanement, c'est de la moquerie. Alors, c'est quoi la différence entre le ricanement et le rire? Le rire, on rit des choses quand on les comprend. C'est-à-dire qu'on voit le réel. Et comme le réel est d'extrême droite, si on le voit, on est taxé de facho. C'est aussi simple que ça. Si on arrive à rire d'une chose, c'est qu'on la comprend. Et quand on ricane d'une chose, c'est qu'on ne veut pas la comprendre. C'est à l'opposé, je dirais. Donc l'humour de gauche, c'est on ne cherche pas à comprendre le réel, on veut le nier, donc on ricane de ceux qui pensent voir le réel. Bon, là j'ai un discours hyper philosophique, hyper chiant, mais j'aime bien en même temps. Plus que ça, Laurent, je pense que c'est la morale, c'est la morale qui évolue. C'est que rire, c'est un peu se moquer, donc c'est rire aux dépens de quelqu'un, et on n'accepte plus la moquerie d'une manière générale. Parce que la morale, cette moraline veut qu'il ne faut pas choquer quelqu'un pour quelque raison qu'elle soit. C'est-à-dire que la couleur des cheveux, l'accent, la grosseur, ce que tu veux, l'embonpoint, l'identité de genre, de sexe, et finalement on étend cette catégorie-là à tout. La catégorie des interdits, c'est tellement élargi. Et tout ça pour ne pas choquer l'autre, mais en fait le rire se fait aux dépens de quelque chose. C'est-à-dire que finalement même le type qui glisse sur une peau de banane, on va dire mais attendez, oui ça c'est les gens qui ont des problèmes de vue, ou c'est des anciens accidentés, ou c'est des gens qui ont de l'arthrite, on ne peut plus se moquer. Enfin, il y a plus, si on va dans cette logique-là, le rire ne sera plus autorisé. Il y a un truc paradoxal qui s'est passé quand même avec votre équipe et tout le groupe Canal+, d'ailleurs, c'est qu'en fait, on a dit oui, ils ne peuvent plus rien dire parce que racheté par Bolloré, et donc finalement, Bolloré, c'est l'ère de la censure. Sauf que, d'après ce qu'on entend, la censure n'est pas que bolloresque. En tout cas, elle existe puisqu'on a un champ des interdits. Ça serait tellement simple de pouvoir, d'avoir un loup contre lequel on s'indigne et puis lui faire porter la responsabilité de l'évolution de la société. Vous n'avez pas connu l'ère Bolloré. Non. Vous êtes parti avant. Je l'ai
croisé, on a fait quelques blagues sur lui, mais enfin, je l'ai jamais rencontré. Mais je crois pour ça, pas. vous avez fait quelques blagues et hop. Non, mais enfin, vraiment, c'est même pas parce que j'ai envie de défendre cet homme qui n'a pas besoin de moi pour sa défense, mais je crois qu'il y est pour rien sur l'évolution des mentalités de la société. Ça serait lui accorder bien trop pas de les pouvoir. Guignols, par exemple Non, parce que le concept, il était un peu usé. Salut Yves. Ouais, c'était mon producteur, hein, Yves Le Roland, le producteur des Guignols. Donc. Non, mais moi, ça. Alors, ils auraient peut-être dû s'adapter, changer, mais au bout d'un moment, après 20 ans, c'est pareil. Il y a des concepts qui sont usés. Alors là, c'est peut-être plus politique qu'autre chose. Ils auraient pu continuer, mais moi, c'est très personnel ce que je dis, mais l'arrêt des Guignols. En revanche, le vide que laissent les Guignols, ça, c'est problématique. Ouais. C'est pas l'arrêt des Guignols, c'est que ça ne soit pas remplacé par une autre émission satirique. Et pour aller plus loin, est-ce que évoque Clément, c'est qu'il y a aussi une forme d'autocensure qui s'est développée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a même plus besoin d'avoir un censeur. Ouais. Tout le monde s'autocensure, quoi. C'est Figaro dans Beaumarchais. Hein. Pourvu que, en mes écrits, je ne parle ni de l'autorité, ni de la morale, ni de la politique, ni du culte, ni des gens en place, ni des corps en crédit, je suis libre de tout imprimer. Puis il y a des minorités, finalement, maintenant, on risque de choquer des minorités. Il y en a à chaque connerie, quoi. Donc, je peux rien dire. Si tu dois faire attention aux conséquences de ta vanne ou de tes propos, t'es foutu. Ou alors tu ris sur je sais pas quoi, sur un monde extraterrestre, sur des choses. Il ne faut pas choquer les minorités à qui on a accordé un pouvoir. On peut choquer plein d'autres minorités. Pour le moment, ces minorités. Mais comme la liste des minorités, c'est par exemple, les non-vaccinés, c'est une minorité. Exactement, par exemple, bien sûr, tout à fait. Donc ça, voilà. Allez, en parlant de non-vaccinés, on va voir justement Thomas Séraphine. C'est peut-être là où vous avez choqué le plus vos anciens amis, quand vous avez pris part aux manifestations de Florian Philippot. On regarde ça. J'ai un peu honte, oui. Un peu honte de faire partie de cette prétendue grande famille du spectacle qui subit de plein fouet une terrible épidémie. Une épidémie d'extinction de voix. Alors oui, j'en veux aux artistes, oui. J'en veux aux artistes, mais à ceux qui ont un nom. Aux artistes qui ont une carrière derrière eux, qui n'ont plus rien à prouver. Pas parce que je considère l'artiste comme un citoyen supérieur, non, mais parce que l'art et l'artiste s'adressent au cœur des gens, qu'il a pour outil de travail les émotions de l'âme. Parce qu'il sait, ou plutôt, il devrait savoir écouter et comprendre les mots de la société. Pour les retranscrire en chansons, en films, en œuvres littéraires, en peinture, en photographie ou autre. Mais sinon, l'artiste, s'il n'est pas ça, il est quoi? S'il ne se fait pas l'écho de la douleur et de l'injustice, qu'il soit humoriste ou dramaturge, Racine ou Jamel, même combat, il sert à quoi? C'est donc bien légitime de se demander où sont passés tous nos artistes. Mais quelle honte, si j'avais su ça plus tôt. Jamais. Merci Clément. C'est terrible, non, c'est terrible. Je suis ému, Clément, ça me donne envie de pleurer. J'ai encore, ce truc-là me remonte et j'ai envie de pleurer comme je pleurais à cette époque-là. Je faisais que pleurer parce que une sorte d'injustice permanente. Enfin, c'est une situation. C'est une émission sur le rire, hein, sur quoi? C'est une émission sur le rire. Donc, mais ça remonte. Ça remonte. Non, mais c'est quoi l'injustice? Non, en tout cas, avec l'IA, on sait faire des choses incroyables. Là, ce qu'ils ont généré, c'est fou. Enfin, le mec me ressemble. Mais c'est extraorionneur, ces ressources. Non, mais restez un peu sur la corde sensible. Moi, ça me dérange pas. C'est quoi l'injustice dont vous parlez? Non, on va revenir sur les définitions de la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté sauve la liberté sauve le reste. Enfin bon, j'ai l'impression qu'on touchait à ce qu'il y avait de plus fondamental. C'était la liberté de vivre tel qu'on l'entend. Et là, je me suis confronté à ça vraiment directement. Le fait de devoir vacciner moi-même, mes enfants. Je fais ce que je veux. Ils sont en pleine forme. Qu'est-ce que vous... Et là, ce truc cet effet de meute et de troupe et de se sentir esselé. J'avais besoin de communiquer et je me sentais, seul. Alors génial, il y avait Akhenaton d'un côté et puis je sais plus qui de l'autre, mais le meilleur ami d'Éric. Et moi, qu'est-ce que je fous là-dedans? C'est pas par fausse modestie. J'ai rien à... Pourquoi c'est à moi de monter sur une tribune pour essayer de dire aux gens mobilisez-vous? C'est complètement dingue. Et en plus d'une tribune de Florian Philippot que je n'avais jamais rencontré, qui me laisse la parole. Il sait même pas que je vais parler 10 minutes et ce que j'ai à dire. Et lui, évidemment, en quête un peu de publicité, en disant il y a quelqu'un
quelqu'un qui est de connu il me file le truc, je pars là-dessus, j'avais préparé ce discours, mais pour moi, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, quoi. Et tout d'un coup, le monde avait changé sans que je m'en rende compte, quoi. Mais bon, voilà. C'est le monde d'après de Laurent Firaz. Ouais, c'est ça. Vous avez vécu la même chose, Laurent, finalement? Bien sûr, tout à fait. Non, c'était pareil. Hein. Je me suis aperçu de la vaste farce qui a été faite par le monde entier. Hein. C'est une farce, et pas uniquement française, hein, une vaste farce épouvantable. Et c'est vrai que j'ai voulu, moi, avec mes pauvres moyens, de réagir à ça. Donc, j'avais demandé déjà à des amis comédiens, quand on ne pouvait pas sortir, de faire des petits sketchs devant leur écran d'ordinateur et de les mettre en ligne. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à faire des films et carrément un long métrage, donc pour montrer ça, parce que j'étais totalement stupéfait par le silence total du monde du cinéma. Vous aviez des amis. Vous étiez comme Thomas Servine, vous aviez des amis dans ce milieu. Avant. Vous avez vu justement le moment, la séparation, le moment. Enfin, oui, c'est-à-dire que j'ai l'extinction de voix. Oui, j'ai vu plein de gens qui d'abord ont cru au discours dominant. Plein de gens d'une naïveté absolue. On peut l'être. On peut. Enfin, pas trop longtemps non plus. Hein. Non, mais au début, on peut l'être. On peut l'être, oui, une demi-heure peut-être. Voilà, mais pas plus. Mais voilà, donc ça déjà, ça m'a... Bon, ok. Et après, voir à quel point, nous, si on avait un discours un tout petit peu différent, on était ostracisés, traités de tous les noms. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que être aussi... voir à tel point... La bêtise crasse était puissante, ça fout un coup, en fait. C'est ça le truc. Alors, est-ce que c'est de la bêtise ou est-ce que c'est du calcul, sachant qu'évidemment, tout ça, c'est aussi des questions d'argent. Bien sûr, oui. Non, mais, financement, de subventions publiques. Absolument. Et donc là, la boucle est bouclée, d'où vient le public. Mais bon, je veux dire, si tout le monde s'il y avait eu une vraie levée de boucliers unanime, ça serait, voilà, je pense que les choses se seraient passées à 1000 fois mieux. Mais je pense franchement que le plus grand responsable, c'est la passivité. La soumission totale. Manque de courage. La soumission absolue, quoi. Ok, c'est comme ça, on dit rien, voilà, on s'en fout. Montaigne dit la vie mérite de la vaillance, mais je crois que il en faut un peu quand même. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Donc, la lâcheté tout le temps. La lâcheté, vous pensez pourquoi eux, ils s'accrochent à leur petit rond de cuir? C'est pour parce que déjà, pour garder leur métier tranquille, pour avoir une vie tranquille, confortable. Oui, le confort. D'accord. Comment vous expliquez que justement ce milieu artistique plutôt de gauche n'arrive plus donc à percer du côté du rire un peu grinçant, enfin pas grinçant justement, mais punk, on va dire, oui. Et que la droite, qui c'est quand même franchement pas son, enfin on reste sur des vieux clivages, en plus ça ne devrait plus dire grand chose gauche et droite, mais bon, si on reste sur le camp qui n'était pas habitué à rire d'habitude, y arrive aujourd'hui. Comment vous expliquez ce balancement? Parce que maintenant, je dirais que la bourgeoisie est de gauche. C'est pour ça, en fait, c'est tout, en réalité. C'est uniquement ça, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Le confort. Le confort est de gauche. Toujours. Voilà. Donc après, voilà. Donc comme on critiquait ça... D'ailleurs, c'est ce qu'on dénonce, là, dans C'est à vous. C'est vraiment C'est à vous. Oui. C'est l'archétype de tout ce qui est aujourd'hui la déconnexion totale des élites avec la population, on va dire, au sens noble du terme. Ils sont complètement déconnectés. Et ils en ont même pas conscience, c'est ça qui est le plus dingue. Vous croyez qu'ils n'en ont pas conscience? Si, mais non, je pense. Non, ils ont conscience du pouvoir qu'ils ont, de l'influence qu'ils ont. Quoique, de moins en moins, malgré tout, en dépit de ce qu'ils disent, ils ont quand même de l'influence. Non. Bien sûr. Ils ont encore les médias mainstream. Bon, ça commence à un petit peu basculer sur les médias alternatifs et les réseaux sociaux, mais ils ont quand même encore une portée colossale. Alors, est-ce qu'à l'inverse, vous diriez qu'aujourd'hui, il y a un nouveau souffle du rire qui justement vient de ce que vous créez, des plateformes, d'une forme de liberté. Liberté dans la pauvreté, certes, liberté dans l'indépendance. Je vous montre vous, là, Laurent Firaz. La meilleure preuve, c'est que le film de Laurent, Le Monde d'après, qui a connu plusieurs épisodes, il a été distribué que dans une salle à Paris qui a fait salle con pendant presque 4 mois non-stop. C'est un truc de dingue. Ça, c'est incroyable. Donc, d'ailleurs, c'était émouvant, là aussi. Il y avait des queues de 300 mètres. Enfin, c'était colossal. Quoi. À Paris, en plus, c'est quand même le règne du confort, du boboïsme, tout ce qu'on dira, du macronisme. Tout à fait. Aucun distributeur, c'est ça qui est incroyable. Enfin, on parle de salles réelles. Et puis un carton aussi, du coup, grâce justement à notre ami Booba, comme vous l'avez dit, à d'autres personnes qui ont été des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est
absolument dingue la déconnexion qu'il y a dans le milieu du cinéma, le milieu que connaissait bien Laurent, et voilà, dans lequel il y a un politiquement correct, mais qui dépasse l'entendement. Je crois que c'est même encore plus dingue qu'il y a à la télé, quoi. Bien sûr, parce qu'en fait, pour avoir des subventions, c'est ça qui est du intéressant. cinéma, c'est-à-dire que oui, parce que le truc, c'est cette fameuse exception culturelle française dont on dit c'est formidable, c'est extraordinaire. En fait, ce financement, mais ça, voilà. Et donc, ce qui est épouvantable, c'est que quand on défend un projet devant un producteur, il ne se pose jamais la seule véritable question. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y aura un public? Non, tout le monde s'en fout, ça. Est-ce que je peux trouver un financement? C'est tout. La seule question, elle est là. Est-ce que je peux trouver un financement? Comment ça marche, les enveloppes? C'est financement minorité 1, minorité 2, et donc à chaque fois, on a il y a ça, entre autres, mais après, c'est-à-dire qu'on tape toujours sur le fameux CNC, comme quoi il financerait énormément une partie du cinéma hyper chiant français. C'est pas faux, mais il ne faut pas oublier toutes les obligations d'investissement. Je dis bien obligations d'investissement. C'est-à-dire que l'argent qui est investi dans tout le cinéma français, c'est parce que les gens sont obligés. Les régions, les chaînes télé. Les chaînes télé sont obligées d'investir. Pourquoi, s'ils sont obligés d'investir, il n'y en a pas un qui investit sur vous, Laurent Furon? Parce qu'il est radioactif. Je veux dire, vous voyez les effets sur la calvitie, ils sont épouvantables. Voilà, donc, on avait dit que l'humour de droite ne ricanait pas. Donc... Pas sur le physique, on avait dit. C'est vrai. On ne peut plus s'attaquer au physique. Merdez. Enfin, je peux rien dire sur mes cheveux. Oui. Sur mes cheveux. Non, mais c'est vrai que vous êtes mais oui, parce que vous êtes un petit peu rond. C'est de notoriété publique que vous êtes homosexuel, donc je ne peux pas dire que vous êtes une grosse lesbienne. Parce que là, je tombe sous le coup de... Voilà, 40 jours de prison. Voilà, 40 jours de prison. Donc, voilà. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà, c'est un délit. Donc on ne peut plus... Je suis un peu ronde en plus. J'en ai pris plein la gueule, là. Les cheveux et l'embonpoint d'un coup. Non, on ne peut plus rire du tout. Voilà, ça, comme ça, c'est simple. Mettons-nous ça en tête. Oui, mais ça, c'est la chaleur, c'est la promiscuité de ces petits studios. Et c'est ça qui est bien. Finalement, c'est bien l'artisanat. Regarde, on est là, il y a 4 mètres carrés, on est là. Ça se rapproche et les effluves. Vous parlez des 4 mètres carrés, que ceux qui veulent nous faire des dons, qu'on passe à 5 mètres carrés. Radio Courtoisie est une radio libre qui ne vit que grâce aux dons de ses auditeurs. Aidez-nous à préserver l'indépendance. Pas sur Radio Courtoisie. Non, c'est le principe des petites radios, tu sais. C'est cette antienne qui repassait comme ça pendant des... Oui, on a connu. Et oui. On est passé par là aussi. Bon, en tout cas, oui, donc vous aussi, Thomas, vous voyez... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis coupable. Vous aussi, vous voyez justement dans cette censure et le fait que vous soyez obligé de passer dans les nouvelles petites voies, on va dire, alternatives. Est-ce bon, que vous voyez Laurent se barre. Je ne peux pas supporter ce mépris. De tout temps, chapitre 1, de tout temps, non mais la censure existe depuis toujours, elle change de forme. Molière, Beaumarchais, Rabelais même avait été censuré. On l'a récupéré dans le caniveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a plus rien, plus personne. Pendant l'ère des soviétiques, finalement, il y avait encore une production artistique énorme. C'est ça que je veux dire. C'est que finalement, on peut, on va peut-être pas se comparer à l'ère soviétique, mais finalement, on peut, et souvent, dans les plus grands interdits, dans les plus grands interdits, je connais bien mon histoire, dans les plus grands interdits, il y a de la création. Il faut juste savoir où elle se trouve. Voilà. Mais c'est dans ces moments-là, justement, je pense que peuvent émerger. Oui, brimez-nous, c'est ça, interdisez, on va être encore plus créatifs. Ne nous donnez pas d'argent, mettez-nous au banc, et puis ça va être super, voilà. L'artiste comme ça maudit avec son petit truc. Non, oui, je pense que la création continue. Je pense que ce n'est pas qu'une question d'argent. On ne tue pas la création. Ça peut tuer la création, justement, l'argent. Trop d'argent. Eh bien, je m'en défends. Je suis bien vivant, alors. Je vis et je vis bien. Non, mais on ne tuera jamais la création, Clémence. C'est le seul qui est en costard, qui s'appelle Veste. Le producteur. Il est en train de dire que je suis en caleçon. Et je lui ai emprunté une veste tout à l'heure avant de venir. Elle est un peu serrée, mais je me dis, attends, je peux pas aller passer comme ça. Il est quand même en train d'expliquer que c'est très bien qu'il ne gagne pas d'argent. Donc c'est le mot, et vous avez raison. On ne tuera pas la création, on ne tuera pas le rire. Il s'exprimera sous d'autres formes. Comprimez-le, il sort, c'est de l'air. À part vous, est-ce que vous voyez d'autres exemples aussi d'une forme de renouveau de l'humour? Non. Nous sommes le renouveau. Surtout le renouveau est devant vous. La relève. Surtout après vous avoir dit que je fais la même chose depuis 30 ans. Donc moi je me absolument pas renouvelé. J'ai rien changé. Tu vois, je suis toujours. Il y avait Jeanne d'Arc et il y a Laurent Fiat. C'est ça. L'homme providentiel. La
coupe de cheveux, t'as à peu près similaire. Non, si, On avait dit pas le physique. C'est le physique, allez, allons-y alors. Moi, on va attaquer quand même. Donc, non, il y en a plein. Il y en a plein des gens qui s'expriment sur les réseaux. Bien sûr. Aussi le. Oui, c'est vrai. Il y en a. Comment il s'appelle là, j'ai oublié son nom. Ouais, moi aussi. Le mec, un peu le gros noir, et on n'a pas le droit de dire ça, mais pour le caractériser, c'est facile. Non, ah oui, aussi, il est gros aussi. Oui. Costaud. Ouais, il est génial lui. Il est très bon, lui. Il est très bon. Très bon, j'ai vu. Comment il s'appelle? Pourquoi on a oublié son nom? Pirodéa. C'est vrai, il est super fort. Il est très bon. Très bon. Il m'a bien fait marrer. On va regarder. C'est vrai qu'en la description est un peu choquante comme ça. Le gros noir en stand-up, c'est pas génial. En stand-up et en sketch, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Mais c'est vrai qu'en film, voilà, les comédies, cinéma, film, etc. Donc il n'y a pas grand-chose qui partent dans ce type d'humour. Ça, je crois que c'est indéniable. Parce que le cinéma, justement, est très subventionné. Il y a un mode de vie très confortable. Donc évidemment, là, ça devient plus difficile. D'ailleurs, on est allé à Cannes. Du coup, on ne peut pas aller. Et pourtant, Comédie on va aller à côté. Voilà, à côté. On va aller où alors? Bon, on va aller, je sais pas, on va aller. Voilà. Oui, voilà. Tu es le nouveau Dino Rizzi. Et quand les gens vont s'en rendre compte, c'est bon. Je serais mort. C'est malheureux. C'est pour la postérité. C'est ça, on va aller au Canet. C'est bien ça aussi. Non, mais pourtant, il y a eu des belles époques quand même de cinéma un peu bien sûr, de critique sociale. On parlait de Rizzi, mais les monstres, les nouveaux monstres. La comédie italienne avait renouvelé le genre. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que le cinéma, est-ce que les chaînes, justement les chaînes ou vos séries que vous lancez peuvent tenir sans subvention aujourd'hui aussi? Est-ce que c'est un modèle économique qui peut tenir en soi? C'est très compliqué honnêtement. Ça marche c'est pour ça que sur les là on est en dons, train de réfléchir à des modes de financement et en effet le financement à la radio, participatif. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui s'indignent de ça et qui veulent quand même nous apporter il y a des petits médias comme vous et nous, il y a des plateformes, il y a de plus en plus de... Non mais il y a des financiers même, on va pas non plus balancer, mais il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent et qui commencent, chose étonnante, à s'intéresser un peu à nous, à ce qu'on fait. Et c'est pas forcément Bolloré, mais il faut reconnaître quand même que Bolloré, bon, voilà, dans le paysage audiovisuel français, c'est quand même la petite voix dissonante quand même. Hein. C'est News, bon, encore une fois, c'est pas pour défendre ces news. C'est dissonant par rapport au reste, on va dire. Oui, donc je vois pas pourquoi ça se passerait pas de la même façon. Delphine Arnaud, c'est sûr, c'est dissonant. Artistique, par exemple. Bien sûr. Donc finalement, vous avez espoir aujourd'hui, tous les trois. Vous avez cette série. J'imagine aussi il y a une obligation de qualité par rapport à des médias ultra subventionnés qui finalement n'ont même pas besoin de regarder ce qu'ils font. Puisqu'il n'y a pas d'attente derrière et de financement. Vous, il y a une terrible obligation. Et moi, j'insiste sur un truc, je veux souligner vraiment, encore une fois, féliciter Laurent pour ça, c'est qu'il y a un renouveau aussi, et c'est toujours les mêmes qu'on voit. Quoi. Franchement, moi, j'en peux plus. Quoi. Non, mais les acteurs et les réalisateurs, c'est toujours les mêmes. Et ce qui est génial avec Laurent, c'est qu'il y a eu un peu, moi, j'étais un fan, évidemment, de l'équipe du Splendide. Bon, voilà, il faut quand même reconnaître ce qui était super drôle, quoi, à une époque. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une bande autour de Laurent. Moi, j'ai découvert tous ces comédiens et voilà, et ce qui est formidable, c'est que ces comédiens, c'est une famille. Voilà, c'est une famille et tu découvres des gens qui jouent hyper bien. Moi que je ne connaissais même pas, enfin vraiment, mais j'ai été payer ma place à l'Espace Saint-Michel pour aller voir le film quand même. Donc et j'ai été vraiment super surpris de la qualité de tes comédiens. Donc je me mets pas dedans, mais c'est des gens que je connaissais pas qui sont super. Non mais et là tu dis bah oui, en fait il y en a plein. Alors pourquoi est-ce que cet effet de bankable, de familiarisation, pourquoi on les voit pas, parce que c'est toujours encore une fois le copinage, le réseau, parce que voilà, bon moi je donne des Laurent n'osera pas, mais c'est voilà, ce qu'on veut dire, c'est que c'est que du piston, c'est que du relationnel, c'est que du copinage, quoi. Les subventions, on sait comment ça marche, ils sont tous dans les mêmes commissions d'attribution de subventions, donc voilà, ils se tiennent tous. C'est un petit monde qui se partage le gâteau et voilà, qui se tient. Voilà. Oui, parce qu'on a trop attendu du public aussi, parce que ce que tu disais, enfin, l'histoire des arts et de la culture, c'est fait aussi par le partenariat avec le privé. Les grands mécènes, c'était des gens privés. Les Evergettes, c'est des gens qu'on finançait. On a pris un peu de temps, alors tant mieux si ça commence à émerger, mais à sentir les grands mécènes souffler dans ce sens-là du vent. Allons chercher les privés, allons soutirer de l'argent là où il y en a et n'attendons pas des pouvoirs publics qui nous subventionnent. Enfin, voilà, trouvons des nouveaux canaux de distribution, c'est ce qu'on fait aussi avec Laurent. Voilà, mais il y a aussi un côté, un véritable renouveau, une nouvelle jeunesse finalement qui est aussi bonne, je pense, c'est même saine pour le rire. Pour le rire d'ailleurs, pour la scène en général. Bah oui, pour le rire, il y a Omar Sy, c'est le meilleur rire.
Et donc, c'est quand même ça, c'est un super renouveau du rire. C'est un rire tonitruant qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Ça, c'est très très important d'avoir de ce type de rire. Vous parlez comme ça de rire physique, physiologique. Je veux dire, s'il y a le petit rire. Tu parles de l'acteur américain là. Ouais. Il a un rire incroyable. On peut faire carrière sur un rire. C'est lui qui a pris la place de Jean Renoir. Quand même. C'est ça, ouais. Alors, tiens, en parlant de rire et du rire qui, lui, peut-être tourne au rire jaune, on va regarder et écouter Didier Bourdon. De monde. Là, j'ai l'impression que ce sont des vaccins nouveaux. Sont-ils vraiment forts? On ne sait même pas si on en aura besoin d'ailleurs dans un an ou deux. Peut-être qu'il y aura des soins, on ne sait pas. En fait, on ne sait rien. Quoi. Puis il y a les variants, tous ces trucs-là. Donc, il vaut mieux être prudent. Bon. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Il y a l'un de vous deux qui le connaît, non? Enfin, Eric, je vous demande pas, peut-être que vous connaissez, vous d'ailleurs. Non, je le connais pas personnellement, mais c'est vrai que je suis tellement attristé parce que les inconnus, encore mais une fois. Mais c'est un sketch, Eric, ça. Ah, c'est un sketch, pardon. Il faut vous mettre au parfum de l'humour. C'est un sketch, tu vois bien. Il n'aurait pas été comme ça sur un complètement masqué jusqu'aux yeux avec sur. Bah non. Mon fils est comédien aussi, non? Chez Pfizer. Ouais. Il est représentant, il fait des shows là-bas. Alors là-bas, les subventions marchent bien. Ouais, ça marche bien. Non, mais c'est triste. Honnêtement, non, mais là, on rigole, mais c'est affligeant, quoi. Et puis d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi une forme de justice, c'est que ses fans lui ont pas pardonné parce qu'il y a eu une émission sur TF1 où les inconnus sont revenus et ça a été un flop monumental, quoi. Vous le connaissiez, vous, Laurent? Non, mais subventionné, donc tu as raison. Non, mais subventionné. Après, il a fait des films qui ont quand même rapporté beaucoup d'argent. Donc, non, il est totalement bankable à 100%. Ça, je le confirme. Tout à fait. D'accord. Non, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Hélas. C'est déjà très grave comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà. C'est moi le dernier film de Bourdon qui a marché. Qui a marché peut-être pas, mais qui a été bien financé. Qui est bien financé et qui a également bien marché. Voilà, tu parles de bankable pour monter un film avec bien lui, sûr, mais pas pour rencontrer son public. Ce que je veux dire aujourd'hui. Après, ce ne sont pas des films non plus qui ont eu un échec retentissant, tu vois. Donc non, c'est des films En salle. En salle, bien sûr, c'est des films réalisés souvent par l'équipe de Philippe Lachaud. Donc c'est quelqu'un c'est un des derniers qui réussit à avoir un joli box-office. Voilà. Mais après, voilà, donc... mais là, je crois qu'on aura mis une Moi, je m'en fous, je continuerai à voir les Trois Frères ou le Paris, quand ça passera à la télé, je vous emmerde, je continue. C'est un excellent acteur. Et il me fera toujours rire, et je mets la différence entre le mec qui est arrivé sur le plateau et puis le gars qui joue dans les films, parce que sinon, si tu dois faire la synthèse des deux, c'est foutu. Sans patate. On continuera à se marrer à sans patate, sinon c'est déprimant. Et vous ne le connaissiez pas, vous? Non, pas perso. J'ai croisé dans des festivals, en partous, 2-3 trucs comme ça, quoi, classique. Voilà, non, pas du tout, je le connais pas. D'accord. En tout cas, c'est sûr qu'il a participé de ce grand mouvement d'autocensure, d'extension de voix dont vous parliez tout à l'heure, qui montrait un peu où il fallait aller pour avoir les subventions. Quoi. C'est ça, c'est toujours ce qu'on disait. Donc c'était là où il fallait aller, et toujours quand même, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, parce que j'ai côtoyé des gens qui étaient des stars. J'en ai dans ma carrière déjà, Éric Morillo entre autres, Jean Vianney, des gens comme ça. Voilà. Incroyable. Voilà, incroyable, c'est un truc de fou. Hein. Et j'ai remarqué qu'ils étaient excessivement sensibles à leur santé, mais d'un point de vue inouï. Ils ont peur de tout, en fait. Totalement. Donc, c'est-à-dire que c'est hyper lié, c'est-à-dire que quand on surprend une conversation qui a lieu avec des stars, ils parlent entre eux, ils ne parlent que de placement d'argent et de santé. Ce sont les deux seuls sujets. C'est le dernier truc sur lequel ils n'ont pas la maîtrise, peut-être aussi, donc ça les panique, non? Oui, et je pense qu'ils espèrent vivre d'une manière un peu éternelle, quoi. Voilà. Il y a ça. Mais ils sont flippés. Ils sont flippés avec ça, c'est incroyable, quoi. Mais c'est extraordinaire. Ils ont toujours des trucs, des eaux spéciales, machin, enfin plein de médicaments absurdes. C'est très, très, très extravagant. J'ai croisé Robert Hossein, j'avais jamais vu ça. Il était lui, carrément, il se nettoyait les mains après avoir touché chaque personne. Il faisait des ablutions. Enfin, vraiment, c'est facile, le mec est mort. Parler d'un mort, mais non, mais ça m'étonne pas du tout. Non, mais vraiment, il y a un tropisme comme ça sur soi. Donc c'est sur soi. Il faut préserver. C'est ce capital incroyable à préserver. C'est exactement ça. Bien sûr, c'est l'ego. Un narcisse. Alors, quelle est la suite pour, alors que contrairement à vous n'avez rien à foutre de votre look et tout ça. Et ça c'est chouette, quoi.
C'est vraiment une gros enculé quand même. Hein. C'est un peu vrai en plus, mais le problème c'est qu'il perce un peu trop juste tout de suite. Bon, alors, c'est pas nous, quelle est la suite? Sinon, alors c'est pas nous. Donc au départ c'était une blague comme je le disais, et puis finalement déjà on a réussi à rendre viable une blague au détour d'un dîner. Donc on va dire, sans trahir de secret, que ces 2 épisodes qu'on a produits ont un peu une vocation de ce qu'on appelle pilote dans le métier, c'est-à-dire d'être présentés éventuellement à des diffuseurs ou à des mécènes pour éventuellement avoir la possibilité de lancer. Alors il y a 2 options, soit un long métrage en effet inspiré de ce qui pourrait être une dénonciation du politiquement correct, mais là je ne vais pas trahir de secret de Laurent. Donc ça secret, il y a. Voilà, donc, ou un long métrage donc, qui serait adapté de ce que sait faire le mieux Laurent Firode avec toutes ses équipes. Et puis, deuxième projet auquel là, je suis un peu plus, on va dire, intéressé, c'est l'idée de créer une plateforme humoristique qui soit un petit peu concurrente de celle, comme je l'ai cité tout à l'heure, comme Golden Moustache. Donc, attendez, une plateforme humoristique, ça veut dire que vous allez réunir d'autres, pas seulement votre série, mais peut-être d'autres artistes et d'autres projets. Pas forcément, parce qu'en effet, avec Laurent, Laurent à lui seul est un écosystème. Non, mais il connaît tellement de comédiens que l'idée, non, pas forcément. Ce serait peut-être. En revanche, après, il faut produire, avoir la capacité de produire chaque. On va dire. Et plusieurs séries, je veux dire, on ne resterait pas que sur du. Oui, ce serait une dénonciation peut-être plus large, une caricature de plusieurs peut-être. Donc ça, ce sont des choses qui sont réellement en projet, là, c'est intéressant. Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus lourd, parce que là, on ne parle pas de seulement un film, c'est de créer une plateforme, et donc si c'est pour juste faire 3 épisodes et puis ils s'en vont, non, ce serait pour. Donc là, il faudrait qu'on ait une capacité financière qui puisse au moins nous assurer 1 an, 2 ans de production. Donc s'il y a un mécène. Voilà, donc voilà. Alors s'il y a un mécène qui vous écoute, c'est très bien, mais n'oubliez pas Toxa. Mais oui, mais un mécène qui Éric Mourieux, les Incorrectibles, enfin bon, il y a d'autres. Tout le monde. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3, Éric Mourieux. C'est déjà fini là. Oui, mais j'ai l'impression d'avoir rien dit. J'ai rien dit d'intéressant en tout cas. C'est ça, voilà. Mais je me chauffais là, tout allait sortir. Ça me vient là. Rajoute une heure. Je vais dire plein de trucs incroyables. Allez, je vous écoute. Bon, à bientôt. Allez, Clémence, merci. Merci. Formidable. Cette émission et tout de suite ça continue, mais n'oubliez pas d'abord les cœurs, les pouces, tout ça sur YouTube, mais maintenant sur podcast, vous nous retrouvez sur podcast tous les jours, vous retrouvez nos émissions dans leur entièreté et puis des émissions exclusives. Demain ça continue avec Nicolas Vidal, avec de très beaux invités, le capitaine Hervé Moreau qui va revenir sur l'assassinat de Mathis, Rémi de Juste Milieu qui va présenter son one man show, Zinzin, Guilain Benessa qui va dénoncer les mensonges de la France et l'Union Européenne, et enfin le patron breton Romain Le Ghoster qui fait faillite à cause de sa facture d'électricité, qui pousse un très gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Voilà un très beau programme pour demain 7h30. En attendant, merci pour tout, et pour ceux qui ne sont pas abonnés ni à la chaîne podcast ni à la chaîne YouTube, c'est maintenant, et pour les dons évidemment, toujours les bienvenus. À demain.